Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Mémorial de la Shoah par cet après-midi. Je vous remercie à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cet après-midi de rencontre en commémoration du 90e anniversaire de la guerre civile espagnole. Pour cette première partie d'après-midi, je suis très heureuse d'accueillir autour de la table Édouard Seale, Annabelle Gottfried-Cohen et Alain Lefkovitch pour un premier temps un peu introductif autour de ce qu'on a choisi d'appeler les judéités plurielles dans les brigades internationales, où nous allons revenir sur le phénomène du volontariat juif combattant volontaire dans les brigades internationales. Et nous allons revenir aussi sur la complexité de cette histoire et les spécificités pour sortir de certains récits simplistes qui auraient été érigés par la suite. Donc je vais pas trop introduire les intervenants car Alain Lefkovitch le fera pour moi, mais en tout cas, voilà, nous avons Édouard Seale, donc historien, auteur de l'illusion lyrique, le volontariat combattant international dans la guerre espagnole. Je ne vais pas écorcher le titre du livre. Et Annabelle Gottfried-Cohen, qui est doctorante en histoire à l'Université d'Édimbourg et qui vient de contribuer à un ouvrage collectif au Cornell University Press, From Popular Front to Cold War, qui revient sur le IWO, le International Workers' Order. Ils feront chacun une présentation et ensuite il y aura un échange transversal et vous pourrez ensuite poser vos questions. Et puis juste pour un peu vous introduire à l'architecture de la journée, on se retrouvera par la suite ici à 16h30 pour la projection du film Madrid avant Anita de Eran Torbiner, qui nous fait la belle surprise d'être parmi nous aujourd'hui. Et ensuite, il y aura un échange entre Jean-Charles Turek et Annabelle. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions à Jean-Charles, Annabelle et Eran. Donc voilà, ça sera une journée très complète, très riche. Et voilà, je vous souhaite une belle découverte et moment d'apprentissage. Je te laisse la parole à Alain. Eh bien, merci à toutes et à tous d'être venus cet après-midi, ici au Mémorial de la Shoah. Alors, comme le disait Louise, avec moi sur cette estrade pour parler des judéités plurielles dans les brigades internationales, Annie Cohen. Annie Cohen, vous appartenez à une nouvelle génération de chercheurs qui travaillent sur la gauche juive américaine, le yiddishisme, les organisations communistes juives, les réseaux antifascistes transnationaux. Le cœur de votre travail de doctorat, c'est les communistes et les brigades internationales. Et votre passionnant article, donc publié dans cet ouvrage collectif du Front populaire à la guerre froide et qui s'intitule We'll stay here till the fascist tomb is made. Littéralement, nous resterons ici tant que les fascistes ne seront pas morts et enterrés, s'inscrit donc dans un renouveau historiographique qui ne regarde plus les brigades internationales seulement comme un phénomène espagnol, mais comme le produit de réseaux militants mondiaux. Et vous nous expliquerez que finalement, ce qui se joue en Espagne de 1936 à 1938 a été possible par la mise en place un peu partout dans le monde d'écosystèmes qui fabriquent des combattants. Vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure. Et à vos côtés, donc, Édouard Seale. Édouard Seale, vous êtes historien, spécialiste des engagements militants transnationaux et de la guerre d'Espagne. Vous êtes l'auteur donc de cet ouvrage, L'illusion lyrique, le volontariat international combattant dans la guerre d'Espagne, aux éditions de la Sorbonne. Une somme, 330 pages que vous consacrez au volontariat international dans cette guerre civile et à tous ces volontaires venus du monde entier combattre dans ces brigades. Alors c'est en quelque sorte la fabrique de cet engagement transnational qui vous a poussé à raconter tous ces parcours. Je précise que l'illusion lyrique, c'est un titre que vous empruntez à Malraux, qui le définit comme tel. Cette illusion lyrique, c'est une exaltation collective qui pousse les individus à dépasser leur intérêt personnel pour s'engager dans une cause perçue comme universelle. Et parmi ces milliers d'individus venus combattre le franquisme, il y a les Juifs. Alors, je vais commencer par vous, Édouard Seale. Les Juifs, pourquoi le pluriel? Parce que entre 1936 et 1939, les volontaires juifs viennent de mondes complètement différents. C'est pour ça que vous utilisez le pluriel? Il faut...
bouton. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de revenir au mémorial aujourd'hui. J'étais venu une première fois pour vous parler des volontaires juifs. C'était à l'occasion de la sortie d'un livre d'un ouvrage que j'avais dirigé, co-dirigé sur le volontariat international au féminin pendant la guerre d'Espagne. Alors les juifs effectivement avec un S et plus précis encore les judéités, puisque toute l'interrogation porte historiographique et mémorielle sur ces judéités réunies au sein des brigades internationales. Mais avant de regarder ce groupe d'individus, je voudrais qu'on prenne un peu plus de champ et qu'on regarde ce dont nous allons parler. Avant tout, les brigades internationales ne sont qu'une part, certes majoritaire, mais qu'une part d'un phénomène, d'un mouvement social qui a eu la particularité de toucher le monde entier, qui est donc, comme Alain l'a dit très justement, universel. On est vraiment dans un phénomène qui touche suffisamment de pays, d'opinions, de cœurs, pour faire que la guerre d'Espagne puisse être le centre du monde et le lieu où il fallait être. Parmi ces milliers, on estime environ entre 45 000 probablement volontaires venus du monde entier. En réalité, pas exactement du monde entier. Ça va nous intéresser pour notre propos. Dans mes recherches, j'ai pu m'apercevoir que là où nous présentions 54 pays, 55 pays dans les brigades internationales, moi j'en ai repéré 77 des citoyennetés. Mais en réalité, ces gens ne venaient très majoritairement que de 6 pays. C'est très important pour comprendre la suite de notre propos. Les volontaires en Espagne venaient, dans leur écrasante majorité, de France et de Belgique. Ils venaient ensuite des États-Unis et du Canada, et de Suisse et de Tchécoslovaquie. 6 pays. Point commun de ces 6 pays, des démocraties. Des démocraties qui, durant l'entre-deux-guerres, avaient pu accueillir aussi sur leur sol des exilés, des immigrants, des réfugiés, bien sûr, qui, à un moment donné, en 1936, se sont posé la question du redépart et la possibilité, évidemment, en Espagne, de pouvoir aussi continuer ce parcours en mobilité. Dans les brigades internationales, comme dans l'intégralité du phénomène, donc en réalité, on vient surtout de démocraties. De France, par exemple, 10 000 Françaises et Françaises et 10 000 immigrés, hommes et femmes. Donc on voit toute la pesanteur de la France dans les brigades internationales. Je dis la France, mais en réalité, c'est France et Belgique. Alors, judéité au pluriel, pourquoi? Parce que parmi ces milliers de volontaires, on retrouve des raisons d'agir, des raisons d'être en Espagne qui diffèrent. Évidemment, nous avons tous été élevés dans la tradition de penser que l'antifascisme était évidemment un moteur unique, singulier, et que par là même, l'internationalisme était capable de déplacer des foules vers l'Espagne. En réalité, il a fallu un certain nombre de mises en mouvement pour qu'en Espagne se retrouvent ses destins et aussi ses intérêts particuliers. Je vous donne juste un exemple, on en reparlera tout à l'heure, évidemment, abondamment de ces pluralités, mais je vais revenir justement sur les femmes sur lesquelles j'ai travaillé. Je vous propose de regarder 4 groupes de jeunes volontaires, de femmes volontaires. Premier point, les femmes juives sont très majoritaires parmi le contingent féminin. Parmi les volontaires femmes qui sont parties en Espagne, elles sont plus de la moitié à être d'ascendance juive. Je vous propose de regarder parmi elles 4 groupes en particulier qui ont comme point commun d'avoir leurs racines dans ce qu'on a appelé le Yiddishland. Et je m'arrêterai juste après. Le Yiddishland, c'est-à-dire cette région, ce pays imaginaire, détruit par les nazis, bien sûr, entre 1941 et 1945, est un pays transnational, culturel et yiddishophone. Donc de ce Yiddishland, les Roumaines, les Polonaises, déjà. Ces Roumaines et ces Polonaises, elles se rendent en Espagne par des chemins différents et pour des raisons différentes. Les Juives polonaises qui sont allées s'engager en Espagne dans les brigades internationales, très majoritairement comme infirmières, elles sont parties de France et de Belgique. Elles ne sont pas parties de Pologne. Elles étaient immigrées en Belgique et en France. Elles n'étaient pas du tout infirmières, mais elles ont bénéficié de formation sanitaire et médicale à Bruxelles ou à Paris pour pouvoir se former comme infirmières et partir ensuite, pas toutes, mais en partie, pour partir ensuite en Espagne.
Ça, c'est le cas des Polonaises, un premier déplacement. Deuxième cas, les Roumaines. C'est tout à fait différent. Déjà, première caractéristique, le niveau d'études des volontaires roumaines. Pour la plupart d'entre elles, elles ont un niveau professionnel très supérieur à la moyenne générale de tous les volontaires partis en Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les lois antisémites, bien sûr. On ne peut plus travailler comme pharmacienne, comme chirurgienne, comme avocate, comme architecte en Roumanie. Alors évidemment, on se dirige vers les villes d'exil les plus proches, Prague notamment, mais à Prague, il y a énormément déjà de réfugiés. Donc on va plus loin vers la Suisse, qui n'en veut pas, et la France, qui très rapidement met en place un numerus clausus dans certaines professions, et bingo, justement, ces professions dont nous venons de parler. Alors l'Espagne est un horizon pour pouvoir travailler, pour pouvoir donc gagner de l'argent, pouvoir faire carrière, et évidemment, si en plus on peut participer à une grande cause contre l'antisémitisme aux côtés des Espagnols, eh bien, il faut en être. Mais donc le déplacement vers l'Espagne est différent. Il s'opère sur des opérateurs différents. Deux autres catégories, et juste pour bien placer mon propos. Les Américaines. Là encore, beaucoup d'infirmières qui ont comme caractéristique commune de travailler dans des dispensaires de New York, mais ça je pense que ma camarade en parlera bien mieux que moi, qui sont venus notamment par le syndicalisme et qui sont pour la plupart d'entre elles nées aux États-Unis, mais de parents récemment arrivés aux États-Unis. Donc encore un autre parcours. Pour elles, il s'agit d'aller en Espagne pour aider, pour rendre service à la communauté. Ce point commun du syndicalisme, elle le partage avec mon dernier groupe, les Palestiniennes. Que venaient faire donc ces Palestiniennes? Quand je dis palestiniennes, bien sûr, je parle des Juifs du Yishuv. Que venaient faire-elles en Espagne? On pourrait penser, là encore, que l'antifascisme a été un moteur. Et pourtant, quand on regarde un peu plus, on s'aperçoit qu'à partir de 1934, le Parti communiste de Palestine a été obligé de s'arabiser par Moscou par le Comintern. Et les dirigeants juifs du Parti communiste de Palestine n'ont pas eu d'autre choix que de se conformer ou de choisir une autre stratégie qui était d'enfreindre la règle tout en respectant finalement les conditions, donc de quitter la Palestine pour se rendre en Espagne où finalement on n'était plus mis en demeure de devoir participer à l'arabisation du Parti communiste de Palestine. Mais parmi elles aussi beaucoup de femmes expulsées par les autorités britanniques. Et quand vous êtes une jeune militante de l'Histadrout et que vous devez quitter la Palestine, quel est l'horizon des exils? L'Espagne combattante, l'Espagne antifasciste, est à l'autre bout de la Méditerranée une possibilité de carrière, de continuité pour ces militantes palestiniennes. Donc vous le voyez, de 4 groupes, on aurait pu multiplier les exemples, mais on a déjà une grande pluralité de parcours à l'image de toute la complexité des facettes de ce grand phénomène transnational qui a touché l'Espagne. Merci Édouard Sill pour ces éclaircissements. Alors, vous nous expliquez en fait les raisons de l'engagement. Diverses raisons poussent les gens à partir, s'engager dans les brigades internationales. Et votre approche est remarquablement complémentaire à celle à la vôtre, Annie Cohen, puisque vous allez nous expliquer comment un jeune juif socialiste de Brooklyn, du Bronx ou du Lower East Side passe à l'antifascisme et va s'engager donc dans les brigades internationales. Avec vous, les brigades internationales apparaissent non plus seulement comme une histoire militaire, mais comme l'aboutissement d'un vaste univers social, culturel, politique, yiddish, transnational. La place du yiddish est fondamentale et on va y revenir. Mais d'abord, vous mettez en avant cette organisation internationale des travailleurs créée aux États-Unis dans les années 30, proche du mouvement communiste. C'est quoi cette organisation internationale des travailleurs, Annie Cohen? The International Workers Order, oui, je vais en parler. Louise, tu sais comment je peux lancer la présentation? Ah, très bien. Voilà. Oui, moi, je vais parler surtout des communistes, les communistes derrière les brigades internationales et surtout des communistes, ce que je appelais les communistes yiddish, ceux qui venaient de Yiddishland, comme a parlé Dr. Sill, où la judéité était considérée une identité nationale
Et je vais parler surtout des centres d'immigration tels que New York et Paris, les deux centres occidentaux de ce qu'on peut appeler le Yiddishland communiste, où ils ont créé un nombre important d'organisations politiques et culturelles explicitement juives, liées à Paris à la section juive de la MOI, la main-d'œuvre immigrée du Parti communiste, et à New York à la section juive du Parti communiste des États-Unis et au Jewish People's Fraternal Order, l'ordre fraternel du peuple juif, JPFO en anglais. La section juive est fondatrice du International Workers Order, ou de IWO en anglais, une association d'entraide liée au Parti communiste et qui fonctionnait à bien des égards un peu comme la version américaine de la MOI, avec des différences, mais on peut parler comme ça. Beaucoup a été écrit sur le rôle fondamental joué par la MOI dans l'organisation et le recrutement des brigades internationales, bien sûr. Dans un ouvrage important de 2017, Goeben-Zagsma documente la création d'une unité juive yiddishophone, la compagnie Botvin, par des membres de la section juive de la MOI, une initiative à laquelle ont également participé des militants juifs de la IWO. De fait, la section juive de la MOI et son équivalent au sein de l'IWO, le JPFO, peuvent être considérés comme des organisations sœurs. Et on parle comme ça en yiddish, on voit souvent Schwester Organisation, liées entre elles par des liens organisationnels et fraternels, ainsi qu'à d'autres organisations communistes juives, notamment l'Evsektia en URSS, et une petite section juive du Parti communiste catalan, qui avait également créé un certain nombre d'organisations culturelles yiddish sur le modèle de celle de Paris, comme la Kulturliga, elle-même inspirée de celle de l'URSS. Et dans ma thèse de doctorat, je démontre que ces organisateurs juifs de Barcelone ont joué un rôle important dans ce qui allait devenir les brigades internationales, c'est-à-dire en organisant les premiers volontaires internationaux communistes. Dans ce chapitre dont Alain a parlé, je démontre le rôle joué par les organisateurs communistes juifs de l'IWO, ou Der Orden en yiddish, dans le recrutement du contingent américain des brigades internationales, dont environ un tiers étaient d'origine juive et dont beaucoup avaient grandi dans le milieu culturel et politique du JPFO, du Yiddishland communiste, on peut dire. Et vous pouvez voir ici une photo de l'une des ambulances envoyées en Espagne par les membres de l'IWO, ainsi que deux infirmières, desquelles Edouard a parlé, et des deux médecins aussi. Certains historiens supposent qu'en tant que bolcheviques, les communistes yiddish étaient éventuellement pour la dissolution de toutes les différences nationales et ne utilisaient le yiddish que comme outil de propagande, une nécessité pour toucher un public juif. Certes, on retrouve cette perspective dans la théorie communiste, mais en pratique, il est clair que du moins les dirigeants communistes yiddish de la MOI et du JPFO étaient très engagés dans ce que je qualifierait de projet culturel national. Les communistes yiddish étaient des internationalistes, bien sûr, mais pas complètement des antinationalistes. Ils envisageaient une future communauté utopique de Völker, de peuples prolétariens, toutes considérées comme égaux. De fait, pour nombre de communistes juifs, dont beaucoup étaient d'anciens bundistes et déjà engagés dans un programme culturel socialiste yiddish, c'était la possibilité de ce qu'il appelait l'émancipation nationale et l'opportunité de construire un Yiddishland socialiste
qui les a attirés vers le communisme. Si le Bund s'était un temps brouillé avec les bolcheviks en raison du refus de ces derniers de reconnaître les Juifs comme une nation, cette situation s'est inversée après la révolution bolchevique. Dans l'URSS, le yiddish était reconnu comme langue minoritaire nationale, bénéficiant d'institutions culturelles financées par l'État, telles que des écoles et des théâtres. Vous pouvez voir ici une photo de la gare de Minsk avec les écritures yiddish à droite, ce qui était une réalisation énorme pour les Juifs dans ce cas bélorusse. Parmi les fondateurs de l'IWO, qui ont rompu avec les socialistes du Workers' Circle, Arbeitering, qui existe toujours et pour lequel j'enseigne le yiddish aujourd'hui, après la révolution bolchevique, figuraient de nombreux éducateurs et acteurs culturels, kulturtuer en yiddish, attirés précisément par ce soutien à la culture yiddish nationale et la possibilité, par exemple, de développer un programme éducatif avec le soutien de l'État. Parmi ces linkés des gauches, comme on les appelait, qui ont rejoint les communistes, figuraient les directeurs du camp d'été socialiste Camp Kinderland, devenu camp d'été communiste, d'où sont venus plus tard beaucoup de jeunes volontaires pour les brigades internationales. Comme la section juive de la MOI, les dirigeants du JPFO supervisaient de nombreux programmes et institutions culturelles yiddish. Les plus remarquables dans les deux pays étaient sans doute les journaux, Morgen Freiheit à New York et Neue Presse, la presse nouvelle à Paris, qui étaient étroitement liés l'un à l'autre. Il suffit de lire ce journal pour constater l'attachement sincère à la culture et à la langue yiddish. Mais la preuve peut-être la plus évidente de l'attachement des communistes yiddish à la culture yiddish réside dans les efforts qu'ils ont déployés pour transmettre cette langue et cette culture aux jeunes générations, comme Camp Kinderland. Et je présente aussi, parce que je pense que ça sera intéressant pour vous spécialement, des documents provenant d'une école supplémentaire yiddish communiste à Paris. Ils apprennent le yiddish, les enfants. Cette fille Marie écrit « Tate an Arbeiter », papa est ouvrier. Mais ils apprennent aussi, comme vous voyez, la culture communiste. Et voici le cahier de Henri Krasuki que j'ai découvert par hasard lors d'une exposition à l'Université Columbia de New York. Et j'ai mis en photo sur les réseaux sociaux et c'est une amie qui a reconnu le nom de Krasuki et on leur a aidé de mieux catégoriser leurs archives. Et voici deux monuments érigés à Kinderland qui illustrent très bien ces deux thèmes, le yiddish et le communisme. À gauche, un monument à l'écrivain Sholem Aleichem et à droite, un monument à Lénine. Puis, une photo de l'inauguration du monument à Sholem Aleichem. La banderole proclame, sous un ordre socialiste, nos auteurs classiques renaissent. Unter a sozialistischer Ordnung leben auf unsere Klassiker. Pour les dirigeants et les créateurs de ce Yiddishland communiste, la création de la compagnie Botwin et plus largement la reconnaissance des Juifs ashkénazes comme peuple au sein de l'armée des peuples, les brigades internationales, représentait une étape importante. Je cite ici Gina Medem, figure emblématique du monde communiste yiddish et porte-parole du projet national des Juifs communistes à Bijan. Medem décrit son enthousiasme lors de la première émission de radio en yiddish diffusée par la radio républicaine de Madrid. Tard dans la nuit, Radio Madrid s'adressait au monde entier dans toutes les langues, y compris celles du Proche et du Grand Orient. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Espagne, le micro était tendu au yiddish.
le cœur vibrant avec le sentiment de toucher physiquement plusieurs millions de Juifs à travers le monde, je m'adressais pour la première fois à un auditeur yiddish. Je parlais depuis la capitale espagnole 450 ans après l'Inquisition, à 20 minutes du bunker de Franco. Je parlais au pays de Maïmonide et du martyr juif de Silva. Et voici une photo de Medem, l'épouse du dirigeant bundiste Vladimir Medem. Après la mort de Vladimir, Gina a été l'un des nombreux culteurs-tueurs bundistes, militants culturels ayant rejoint les communistes. Gina, qui a écrit la brochure officielle sur les volontaires juifs en espagnol, est devenue un porte-parole yiddish important de la République espagnole, et en particulier des volontaires juifs de Yiddishland, y compris plus tard des volontaires juifs internés en France. En 1938, lors d'une manifestation à Garches, organisée par la section juive de la MOI, est présentée comme une sorte de fête nationale. Gina a reçu le drapeau de la compagnie Botvin, qu'elle a ensuite amené et a présenté à New York lors d'une autre manifestation, cette fois pour le JPFO. Gina écrivait pour la Neue Presse et pour le Morgen Freiheit en Espagne, ainsi que pour les journaux yiddish publiés au front Freiheitskämpfer puis Botvin. Et en septembre 1937, quelques mois après la première émission radiophonique en yiddish, les communistes de Paris et de New York ont organisé à Paris un congrès mondial de la culture yiddish. Les volontaires juifs en Espagne y étaient présentés comme les héritiers d'une grande tradition juive de lutte pour la liberté, contribuant à la construction de ce nouveau peuple juif prolétarien. Ils ont envoyé également un message de félicitations au Congrès, et vous voyez ici une photo de l'ouverture du Congrès à la salle Wagram, en présence de 4000 personnes. Et derrière eux, vous voyez le portrait de Mendele Moïse Forim, le grand-père de la littérature yiddish. Mais si la compagnie Botvin et le volontaire juif en Espagne représentaient pour certains communistes yiddish l'apogée de leur projet national culturel, c'est aussi durant cette période que leurs rêves de Yiddishland communiste ont commencé à se briser. Je fais la référence à The Shattered Dream, le titre anglais des mémoires d'Alexander Surek, dont je parlerai plus tard avec son fils, Jean-Charles Surek. 1937, année de la fondation de la compagnie Naftali Botvin, a été également l'année où les premiers écrivains yiddish ont été assassinés en Union soviétique, lors des purges qui allaient également viser les dirigeants de la région autonome juive à Birobidzhan. Et je veux vite fait, il me reste combien de temps? Ok, je vais continuer. Je souhaite aborder la seconde génération, celle née aux États-Unis ou en France, et ayant grandi au sein de ces institutions fondées par des communistes immigrés yiddishophones, et qui, aux États-Unis, constituaient une part importante des volontaires américains dans les brigades internationales. Je vous montre ici une photo d'un groupe de moniteurs, c'est le mot que j'ai trouvé en français, camp counselors, de Kinderland, posant en miliciens espagnols durant l'été de 1936, la photo que nous avons utilisée pour promouvoir cet événement. Au moins 4 de ces jeunes hommes sont partis pour l'Espagne l'année suivante, où ils ont tous trouvé la mort sur les champs de bataille. Avant leur mort, ils ont apporté aux brigades internationales ce qu'ils appelaient la culture de Kinderland, créant une troupe comique
une chorale et de nombreuses activités pour maintenir le moral des troupes. J'ai pu étudier pour mon chapitre les lettres écrites en Espagne par ces jeunes volontaires et leurs camarades, des lettres qui nous permettent de comprendre un peu leur identité juive, qui faisait partie de leur identité politique. Un point assez frappant est que dans tout leur discours antifasciste, ils mentionnaient rarement leur identité juive, ni la menace spécifique que le fascisme représentait pour les Juifs. Dans leurs lettres d'Espagne, rien ne laisse transparaître qu'il s'agissait pour eux d'un combat juif. Ils se perçoivent plutôt comme des communistes et voient l'Espagne comme une occasion de prouver leur appartenance au bolchevisme. Si l'on observe ici le monument érigé à Kinderland en l'honneur de Ernest Arrien, le premier de ces Kinderlandniks à mourir en Espagne, on n'y trouve aucune iconographie juive. Même sur cette carte postale, écrite par son ami Harry Meloff en yiddish, il promet de donner à l'ennemi un coup dont il ne se relèvera pas, mais ne nomme pas cet ennemi comme étant un ennemi des Juifs en particulier. Mais en même temps, le fait que Meloff, qui était très assimilé, ayant même changé son nom Malofsky pour le plus américain Meloff, a choisi d'écrire en yiddish est tout de même significatif. Meloff était impressionné par le nombre de Juifs de son milieu dans son unité et très fier d'avoir de leur rôle dans la lutte contre le fascisme. Il l'a mentionné plusieurs fois dans ses lettres en plaisantant que son commandant commençait ses ordres par « nous » en yiddish. Lorsqu'il évoquait leur judéité, pour ces jeunes hommes, il s'agissait d'une identité juive résolument communiste et antifasciste. Être juif signifie pour eux s'opposer à l'oppresseur et se ranger du côté des opprimés. Une valeur enseignée au Camp Kinderland et dans d'autres programmes de jeunesse. Vous pouvez voir ici une photo de Camp Kinderland avec une banderole sur laquelle on peut lire « Noir et blanc, unissez-vous ». Le IWO, organisation interraciale, ainsi que les brigades internationales, ont offert aux Juifs communistes l'opportunité de mettre en pratique cette conception de leur identité en engageant nombre d'entre eux, par exemple, dans le mouvement de Civil Rights contre le racisme aux États-Unis. Il convient de mentionner ici que les unités américaines des brigades internationales étaient la première force militaire organisée aux États-Unis où des Afro-Américains ont non seulement combattu aux côtés des soldats blancs, mais les ont également commandés. La soi-disant brigade Abraham Lincoln était un important lieu de solidarité entre les communistes juifs et afro-américains, qui considéraient l'antisémitisme et le racisme anti-noir comme faisant partie du même système qu'ils combattaient. Et vous voyez ici du site web de le ALBA, Abraham Lincoln Brigade Association, une photo d'un volontaire noir lisant le journal yiddish Morgenfreiheit. Un autre contexte dans lequel ces jeunes hommes ont évoqué leur identité juive était celui de l'expression de leur frustration face à ce qu'ils considéraient comme le courant juif dominant qui, selon eux, ignorait la menace fasciste et refusait de prendre les armes pour la combattre. Puisque nous allons voir le film de Eran Torbiné, qui est avec nous, je veux partager une citation d'une lettre de Paul Siegel qui a rencontré certains volontaires juifs venus de Palestine. Il écrit « Il y a ici 2 gars viennent d'arriver de Palestine. Ces gars-là étaient en Palestine depuis le début
de la colonisation juive. Ils viennent d'être expulsés du pays à cause de leurs convictions politiques, à savoir leur appartenance au communisme. Citons quelques exemples de persécutions subies par les Palestiniens. Siegel a écrit « Le chauvinisme envers les Arabes est encore plus fort que celui de l'Allemagne hitlérienne envers les Juifs. Aucun Arabe n'est autorisé dans les villes juives, aucun Arabe n'est autorisé à adhérer au syndicat juif. » Siegel, dont l'identité juive a nourri sa vision de la solidarité entre tous les peuples opprimés, a continué « Il me semble inconcevable que les Juifs qui subissent un chauvinisme si violent, en Allemagne, en Pologne, etc., ne comprennent pas comment de tels actes divisent et perturbent le pouvoir de la classe ouvrière. » Dans une autre lettre avec laquelle je vais finir, Siegel, comme l'on peut voir allongé ici devant Harry Meloff, décrivait sa vision d'un monde de solidarité fraternelle, un idéal qu'il estimait incarné par les brigades internationales. Siegel décrivait un feu de camp autour duquel les volontaires échangeaient des récits et des chants révolutionnaires de leurs pays respectifs. Il écrit des histoires de la vie syndicale dans les pays d'origine, des récits de la façon dont on a déjoué les patrons, la police, et des événements en Espagne étaient suivis d'un chant de marche révolutionnaire allemand, un Negro spiritual, c'est-à-dire une chanson des Afro-Américains, un air cockney britannique, une vieille chanson de séduction irlandaise, un hymne antifasciste italien, des chants révolutionnaires américains, russes, slaves, canadiens, jusqu'à ce que tout le groupe entonne El Joven Guardia, l'hymne fougueux de la jeunesse espagnole à la victoire. Pour Siegel, cette belle et chère camaraderie, cet internationalisme vécu, était un avant-goût de la vie, de l'amitié, telle que les peuples du futur, du Nouveau Monde, la connaîtront. Non pas maîtres et esclaves, et je cite encore, mais camarades et camarades, chacun selon ses possibilités, à l'autre selon ses besoins. Écrivant à ses camarades à New York, il a dit « Nous construirons sur ce front, vous sur un autre, travaillons ensemble, élargissons notre soutien, agrandissons notre mouvement, remportons notre première victoire. » La vision de Paul, à l'instar de celle de l'ancienne génération de communistes yiddishophones, a finalement succombé non seulement au fascisme, mais aussi au stalinisme. Cependant, de nos jours, je crois que nous avons besoin de toute lueur d'espoir que ces mots nous apportent. Merci. Merci Annie Cohen pour cette présentation. Je vais vous poser une question à tous les deux, ce qui distingue beaucoup de volontaires juifs des autres brigadistes, c'est qu'eux appartiennent souvent, alors vous le disiez tout à l'heure, Edouard Sil, les 6 pays principaux, des gens qui viennent de démocratie. Et c'est surtout une population qui connaît déjà l'expérience de la persécution, de l'exclusion, de l'exil, de la migration. Et ils perçoivent le fascisme espagnol, finalement, ces juifs communistes, comme les prémices de ce qui pourrait se produire si toutefois la Seconde Guerre mondiale éclatait. Alors, c'est une question intéressante parce qu'elle est c'est l'historien là qui parle, elle est un peu téléologique. Effectivement, on peut se poser la question, c'est une question ouverte. Est-ce que l'impensable, c'est-à-dire la Shoah, pouvait être perceptible déjà dans la guerre d'Espagne et l'enchaînement des situations et des causes qui allaient mener à cette situation? C'est une question qui est très intéressante et qui a beaucoup marqué la mémoire justement postérieure de l'engagement des volontaires juifs ou dits juifs, parce que après 1945, c'est remarquable dans l'historiographie et dans la mémoire, on a voulu retrouver les juifs.
dans les volontaires internationaux, on a voulu, et ça énormément d'historiens, d'historiennes se sont penchés pour essayer de regarder justement si les Juifs avaient eu cette pression, cette conscience de la nécessité vitale de l'engagement combattant avant que la mort ne survienne. Et c'est une question qui a vraiment traversé toute la mémoire, et peut-être d'ailleurs un peu trop, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment où sont nos volontaires dits juifs sur lesquels Annie travaille, qui sont incontestablement yudischophones, de culture juive, et celles et ceux d'ascendance juive, mais que l'on a désignés comme tels ensuite. Je pense par exemple aux volontaires qui se sont retrouvés juifs parce que remis aux Allemands, par exemple. En France, je parle à partir de 1941, où là, effectivement, cette judéité est revenue alors qu'elle n'avait pas forcément été un moteur d'engagement. Deuxième exemple, il est vrai qu'à l'été 1936, c'est-à-dire au moment où la guerre civile des Espagnols se déclare, il y avait déjà des étrangers en Espagne, en nombre, qui seront d'ailleurs à l'origine de la plupart des formations internationales de combattants. Qui sont ces étrangers ? Ce sont des touristes souvent, des jeunes gens qui viennent en Espagne, en Catalogne, parce qu'on va faire du tourisme en Espagne, pas aussi parce qu'il y a beaucoup de centres culturels juifs, pas que juifs, mais également de réfugiés allemands qui se sont réinstallés à Barcelone. Donc l'été, ça peut être aussi l'occasion de passer des vacances militantes en Espagne. Et là, évidemment, c'est le fameux été 36, ça se déroule un peu différemment. On pourrait y rajouter les sportifs venus participer aux Olympiades qui n'auront pas lieu, mais en tout cas, ces sportifs, ils seront bien là. Des événements sportifs transnationaux qu'il faut relayer évidemment avec ce qui se passait peu auparavant à Tel Aviv ou en d'autres endroits où des sportifs juifs aussi pratiquaient cet internationalisme sportif cette fois-ci. Donc ces étrangers qui sont déjà en Espagne, pour beaucoup d'entre eux, effectivement, ils sont juifs. Non pas forcément d'ailleurs que leur judéité soit pour eux un critère fondamental, Annie l'a très bien dit, on est avant tout socialiste, on est avant tout communiste et on est accessoirement de culture ou d'ascendance juive. Là encore une fois, cette redécouverte qui s'opère chez beaucoup de témoins de « j'ai été dans la guerre d'Espagne, j'écris à 70, à 80 ans mes mémoires, et j'ai redécouvert ma judéité à l'aune de l'expérience terrible de la Shoah. Donc je vais réinterpréter mon parcours de jeune homme, de jeune fille en Espagne comme étant une étape consciente dans un contexte politique donné. » Mais en 1936, celles et ceux qui avaient fui les pogroms, que ce soit les pogroms de Roumanie ou évidemment ceux des nazis, je ne crois pas que cette détermination-là de la violence antisémite, elle ait pu être un moteur premier. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut combattre en Espagne. Je vous rappelle la phrase classique, protéger l'Espagne pour protéger la Tchécoslovaquie, nous défendons Madrid pour défendre Paris, ou New York, évidemment, la référence, elle est exacte. Il y a bien effectivement cette conscience universelle d'un mal qui est en train de s'abattre sur le monde. C'est la raison pour laquelle, et j'en finirai là, il me semble que ce phénomène transhistorique du volontariat international combattant qu'on retrouve à différentes périodes, y compris à notre siècle. Le XXIe siècle est un siècle éminemment d'engagements transnationaux combattants. Eh bien, ce phénomène, il a pris en Espagne l'allure d'un Armageddon. C'est un grand combat final. Il faut être en Espagne. On ne peut pas être ailleurs que dans ce grand combat espagnol. Je finirai juste sur une philosophe qu'on a souvent d'ailleurs associée à la culture juive, à mon avis malgré elle, c'est Simone Veil, pourtant anarchiste, pourtant déjà catholique depuis 1936, puisqu'elle décrit, elle écrit son mysticisme chrétien à partir de 1936, donc je ne sais pas dans quelle case il faut la placer, peu importe. Pourquoi est-ce qu'elle va en Espagne, Simone Veil ? Parce qu'elle n'arrive plus à dormir. Elle l'écrit à Georges Bernanos, moi je suis parti parce que je n'en pouvais plus d'être à côté du combat. Donc, puisque j'y pensais tous les jours, puisque en me réveillant le matin, je pensais à l'Espagne, eh bien, j'ai pris un billet pour Portbou ou Cerbère et je suis allé directement dans ce lieu qui me hantait. Elle n'y est pas allée, elle n'écrit pas à Georges Bernanos, j'y suis allé par antifascisme, j'y suis allé par engagement politique, elle y va pour aller chercher justement cette tranquillité morale qui est qu'au moins on sait qu'on est au cœur du combat.
Les volontaires sur lesquels je travaille, à quelques périodes qui soient, ce sont des volontaires de l'utile. Ils ne savent pas combattre. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas d'expérience du combat. Mais ils veulent être utiles. Et être utile en 1936 en Espagne, c'est fondamentalement participer au combat d'une manière ou d'une autre, et très généralement par le fusil, d'où le destin malheureux de la plupart des individus dont Annie vient de parler. La compagnie Botwin, à peine formée, à peine détruite, parce qu'elle est engagée en février 1938 dans un combat qui se déroule tellement bien pendant les premières heures qu'on se retrouve encerclé à l'arrière des lignes d'ennemis et la compagnie Botwin est détruite immédiatement. Pour la plupart d'entre eux, ils n'auront vécu que quelques semaines, quelques jours en Espagne avant d'y mourir. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites, Édouard Sill. Vous dites qu'il y a un avant et un après, guerre d'Espagne, et puis surtout, il y a la Shoah. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le témoin de cette guerre d'Espagne qui va adapter finalement son témoignage à l'aune de l'expérience vécue? Il part en 1936, peut-être par prémonition, hein, c'est une question qui reste en suspens, et il réchappe à la Shoah. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte? Comment son regard change par rapport à son engagement quelques années plus tôt? Oui, mais je pense que c'est très difficile, même pour moi, en tant que chercheuse juive ashkénaze dont ma famille a survécu et certains d'entre eux étaient morts pendant la Shoah aussi, de regarder cette histoire après la Shoah, d'essayer de comprendre quelles étaient les motivations et les compréhensions de leur action à l'époque. Et en fait, en lisant ces lettres, comme j'ai dit, c'est très rare de trouver des références à la menace hitlérienne contre les Juifs spécifiquement. Même dans le propagande yiddish, il est très rare de trouver, on trouve beaucoup de mentions de l'Inquisition espagnole, et ça nous rappelle vraiment que la persécution antisémite a évolué. C'était pas, Paul Siegel, il a écrit, oui, que la persécution contre les Arabes était pire que ceux en Allemagne. Et oui, on peut débattre si c'est vrai, mais il faut se rappeler qu'il a écrit ces mots avant Kristallnacht. C'était 1937. Et donc pour eux, c'était inimaginable la Shoah. Et pour eux, l'antisémitisme, même en Allemagne, était comparable au racisme qui ont facé les Noirs aux États-Unis, par exemple, ou les Palestiniens en Palestine. Et pour eux, c'est un monde complètement différent, juif, de celle dans laquelle j'ai grandi, où le Shoah est cette grande ombre qui obscure un peu tout et que c'est vraiment difficile de imaginer un monde où on ne pouvait pas imaginer le Shoah, mais c'était le monde dans lequel ils ont combattu. Et je veux ajouter aussi que quand on pense comme ça à la guerre civile en Espagne, quand on le voit par l'ombre de la Shoah, on ignore aussi le développement de leur politique. Et on voit à la fin de la guerre, après la destruction, par exemple, de la compagnie Botwin, les Juifs yiddishophones ont commencé de parler vraiment, pas de génocide, mais après Kristallnacht aussi, de parler de la menace dans des termes différents, que ça peut être la mort pour les Juifs en Europe de l'Est. Et je pense que c'est le fait qu'ils ont vu en Espagne la technologie de guerre que les nazis vont utiliser plus tard dans l'Europe de l'Est. Et donc, leur compréhension de la menace fasciste a changé pendant la guerre d'Espagne. Ce n'était pas en 1936 qu'ils ont déjà cru que ça va être la génocide, ils vont aller combattre contre quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Quelques mots pour compléter.
La première chose, c'est que la Shoah a terminé le travail entamé par Franco en Espagne, et la plupart des volontaires yiddishophones et dits juifs sont morts ensuite dans les chambres à gaz ou dans les combats contre l'Allemagne. Donc il y a aussi ce déficit de récit et de mémoire qui s'est opéré parce que la Shoah a pris... Mais je voudrais insister sur un deuxième point, bien sûr la Shoah, mais aussi une autre découverte terrible, dramatique, dont alors évidemment pas sur le même plan, naturellement, qui est plutôt sur un plan idéal, la découverte du stalinisme. Alors ça paraît évidemment un peu bizarre, dit comme cela, de la part de militants généralement très, très engagés. Mais dans les années 50, c'est aussi la découverte que l'URSS n'était pas ce que l'on pensait, c'est la découverte aussi, dès les débuts de la guerre froide, que les brigadistes notamment d'origine juive, sont persécutés par Staline et que cet antisémitisme-là, donc l'URSS était censé être absolument vierge, eh bien, en réalité, il opère. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une mémoire hostile aux brigades internationales, dont vous connaissez, à mon avis, tous des témoins qui, à mon avis, n'auraient pas dû être publiés en France, mais c'est pas très grave. Zygmunt Stein, qui a écrit donc un livre dès le milieu des années 50, enfin, dans un journal dès le milieu des années 50, puis publié en 1961 aux États-Unis, dans lequel Zygmunt Stein va faire comme énormément d'autres volontaires, va revenir sur son engagement dans les brigades internationales pour mieux parler de son propre engagement en tant que militant communiste stalinien. Stein, il était au bureau du Birobidjan, c'est-à-dire qu'à Prague, il engageait des gens à partir en URSS pour aller assainir les marais du Birobidjan. Et il se rend compte, peut-être en Espagne d'ailleurs, de son erreur, au moins d'interprétation. Donc cette mémoire hostile aux brigades internationales, elle est particulièrement prégnante aussi chez ces volontaires juifs. Je le vois aux États-Unis, en Israël, mais aussi en France. Et donc, parce que c'est une désillusion. La guerre d'Espagne, c'est une guerre particulièrement marquée par justement les grands concepts. Eh bien, ces grands concepts, au travers de la Seconde Guerre mondiale et du stalinisme, ils disparaissent, mais restent les mémoires hostiles. Et pour nous autres historiennes, historiens, il faut remonter la pente face à ces mémoires hostiles qui sont souvent très connues. La preuve, Zygmunt Stein, pratiquement un faux témoignage, je peux le prouver sans difficulté à l'aune des archives, publié par un des plus grands éditeurs français, introduit par un historien français qui, c'est donc à mon avis, qui a rompu son serment d'Hippocrate par cette occasion. Alors, je le disais, vos deux contributions se complètent. Tous les deux, vous parlez, vous, Annie Cohen, dans votre article, et vous, Édouard Sill, dans votre ouvrage, de l'Espagne comme d'un laboratoire. Est-ce que tous ces brigadistes, qu'ils soient bundistes, socialistes, révolutionnaires, marxistes, qui viennent du monde entier, est-ce qu'ils ont conscience d'arriver dans un laboratoire? Et qu'est-ce que c'est que ce laboratoire? Parce que, justement, l'avenir, personne ne la connaît. Même s'il y a l'expérience de la violence tsariste pour ces juifs qui ont quitté cette zone de résidence à la fin du XIXe siècle. Alors très rapidement, peut-être qu'on peut distinguer nos volontaires, ou en tout cas nos étrangers en Espagne, dans deux grandes catégories, évidemment, c'est toujours un peu abrupt. Il y a celles et ceux qui envisageaient l'Espagne comme une terre d'avenir. C'est à partir de la victoire des républicains espagnols, il y aura une place pour tous les exilés du monde. Et donc le socialisme se bâtit en Espagne aujourd'hui. Donc évidemment, de la victoire par les armes dépend son propre sort. Et ça, évidemment, pour tous les exilés, pour tous les réfugiés, ça a un sens particulièrement prégnant. Mais pour la majeure partie des volontaires, l'Espagne est une étape. On vient rendre service, on vient combattre aux côtés des Espagnols, mais on entend bien revenir. Et on entend revenir aussi riche d'une expérience formidable. La guerre d'Espagne en 1936, c'est the place to be, c'est l'endroit dans lequel il faut
être impérativement, parce que les idées se forgent, mais aussi on crée à partir des idées. C'est finalement, moi je suis très frappé de voir que c'est la révolution de 17, mais à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'on bâtit une utopie en Espagne. Alors certes, nos volontaires n'ont pas beaucoup le temps souvent de participer à des expériences politiques, mais ils la vivent parce qu'ils lisent dans les journaux, parce qu'il se passe autour d'eux, ils le voient dans les villages, ils le voient auprès des Espagnols, qu'ils participent réellement à une société qui est en train de changer. Donc évidemment, cette expérience pratique, elle a une forme de laboratoire aussi au sens individuel. Deuxième, pour étendre un peu la question, la guerre d'Espagne, elle a aussi opéré ce qu'on appelle en science un changement paradigmatique, un changement de modèle. Le phénomène de volontariat international combattant, qui existe au moins depuis la Révolution française, mais on pourrait faire remonter ses racines bien plus loin, eh bien, il s'est transformé, et à partir de la guerre d'Espagne, vient un modèle. Et par la suite, que ce soit pour Israël en 1948, que ce soit ensuite dans un certain nombre de guerres civiles en Yougoslavie, par exemple, ou aujourd'hui en Ukraine, ou hier dans le Kurdistan syrien, eh bien, on pense à la guerre d'Espagne, on vient chercher des expériences, la modélisation de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Espagne autour de ces brigades internationales. En Espagne, nos volontaires, comme tout un chacun, ils ne peuvent pas imaginer le futur, donc ils puisent dans le passé. On va chercher Byron, on va chercher Garibaldi, on va chercher tous ces grands personnages dont on a le sentiment qu'on est les continuateurs. Évidemment, à partir de 1936, maintenant, quelle que soit la situation justement de ces engagements transnationaux, on y retrouve la référence aux brigades internationales. Donc oui, il y a bien eu un laboratoire de la guerre civile espagnole dans un phénomène transhistorique. Alors chaque judéité présente dans cette guerre d'Espagne apporte quelque chose de différent. La judéité bundiste, la judéité communiste, la judéité yiddishiste, c'est quoi l'importance du yiddish? On a le sentiment que c'est une colonne vertébrale. L'importance des théâtres yiddish, l'importance de la presse, vous en avez parlé, l'importance de toute une littérature, l'importance des bibliothèques. Quel rôle joue cette culture yiddish dans ce laboratoire qu'est donc l'Espagne de 1936 à 1938? Oui, pour moi, le yiddish a joué un rôle très important dans les brigades internationales aussi, juste en tant que langue partagée par plusieurs volontaires qui sont venus de plusieurs pays. Donc, on voit parfois le français était la lingua franca officielle des brigades internationales, mais j'ai lu souvent que le yiddish était un deuxième lingua franca non officielle, parce que oui, s'il y avait des unités des volontaires de pays différents qui ne parlaient pas la même langue, s'il y avait deux juifs qui parlaient le yiddish, ils pouvaient s'échanger et se porter comme traducteurs. Et on voit ça, je ne sais pas si vous avez trouvé dans votre recherche des infirmiers, mais j'ai trouvé parfois des références de yiddish qui est utilisé dans les chirurgies et tout ça pour aider la compréhension. Mais là, oui, on voit pour les jeunes, le yiddish est moins important. Et c'est intéressant pour moi qu'on voit Harry Meloff, par exemple, il commence à écrire en yiddish après d'avoir été en Espagne pendant plusieurs mois. Sa théâtre, c'était plutôt en anglais ou dans des langues différentes aussi. Il a essayé d'apprendre l'espagnol, il n'a pas vraiment réussi. Ils ont fait beaucoup de mimes aussi pour pouvoir faire rire des volontaires qui parlaient des langues différentes. Mais pour les dirigeants du JPFO, par exemple, et la section juive de l'MOI en France, comme j'ai dit, le yiddish était la langue de leur projet. Et ce que je pense était un projet national, d'une façon, un projet national et internationaliste communiste. Et pour eux, c'est très intéressant. Ils avaient une conception du peuple juif, mais pour eux, c'était un peuple juif ashkénaze, surtout. Ils n'ont pas
prétendu d'avoir un peuple juif entier qui a inclus aussi des juifs venant d'autres parties du monde. Et oui, séculaire, socialiste, communiste. Et pour eux, le yiddish était central. Mais c'est une question dont ils ont parlé beaucoup. Quelle était l'importance du yiddish, du survécu du yiddish? Est-ce que... Et je pense que, enfin, le communisme, le politique était plus important que le yiddish pour eux. Et on voit ça, oui, après la guerre, ils ont même réouvert, après l'occupation, je veux dire, en France, les dirigeants de la section juive de la MOI qui ont survécu, par exemple, ont réouvert des écoles yiddish à Paris avec le soutien de JPFO qui leur a donné l'argent pour faire ça. Mais j'ai écrit des lettres où ils ont vraiment se demandé si le yiddish va survivre et si leur projet va survivre aussi. Édouard Sill, un mot sur ce... Oui, alors pour étendre le propos, on s'aperçoit dans les archives des brigades internationales, qui sont aujourd'hui à Moscou, qu'apparaît en 1937 une nouvelle nationalité juive. Ça n'existait pas avant la mi-1937, ça disparaît ensuite. Alors pourquoi? On pourrait se dire, premier réflexe, on va s'intéresser à la propagande en direction des milieux yiddishophones ou juifs à travers le monde. C'est vrai, et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque plusieurs initiatives communistes en direction du monde juif s'opèrent en 1937, très juste. Et d'ailleurs, ça aboutit à la création de la compagnie Botwin, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Justement, en réalité, la création de cette compagnie Botwin et cet intérêt pour les Juifs vient relier à quelque chose de beaucoup plus dramatique, la destruction du Parti communiste polonais. Staline exige la destruction, l'autodestruction du Parti communiste polonais. En réalité, il y a 3 partis communistes en Pologne. Pourquoi? Parce que pour Staline, la Pologne, ça n'existe pas. Depuis 1920, il y a vocation à transformer la Pologne en réalité dans ce qu'elle est dans les projections de la géostratégie bolchevique, c'est-à-dire une grande Pologne qu'il faut effectivement mater, qui est la Pologne nationaliste, celle du Parti communiste polonais, majoritaire, une Pologne ukrainienne et une Pologne biélorusse. Et ces 3 Polognes existent en termes de parti communiste. Donc il y a un parti communiste polonais, parti communiste biélorusse en Pologne, et ainsi de suite. Et les Juifs viennent faire une 4e nationalité dans cette Pologne qu'on envisage de diviser. Et cette division qui porte un nom dans le cadre stalinien, c'est l'indigénisation. L'URSS, depuis 1921, elle est soumise à une indigénisation, c'est-à-dire de faire valoir, on en a parlé tout à l'heure, c'est justement le fait de mettre en avant chaque catégorie de nationalité avec sa culture, sa langue. Voilà. Et dans les brigades... Parce qu'ils considéraient qu'il ne pouvait pas y avoir d'invariant juif. Oui, d'autant plus que c'était un peu compliqué, sachant qu'en 1921, le sionisme est banni. Il y a donc la rupture totale avec le sionisme. Il faut faire un choix. Quand on est juif communiste, on ne peut plus être sioniste à partir de 21. Et en 1935, encore pire, le sionisme est déclaré fasciste. Donc là, évidemment, à moins de se déclarer pour le fascisme, il était impossible donc de s'apparenter d'une manière ou d'une autre au sionisme traditionnel. Seule pouvait exister justement cette indigénisation qui venait épouser les formes du Birobidjan. En URSS, les Juifs avaient existé donc dans différentes parties du territoire, en Ukraine, en Biélorussie, mais également ailleurs. Donc tout ça, évidemment, nous renvoie à une judéité encore autre. C'est la judéité stalinienne, pourrait-on dire, qui a particulièrement marqué les brigades internationales. Alors, il y a d'autres identités, parce que, si j'ai bien compris en vous lisant tous les deux, les volontaires juifs sont souvent à l'intersection, en Espagne, de plusieurs identités. Alors, si je prends un exemple fictif, un homme peut-être né à Varsovie, yiddishophone, ancien bundiste, émigré à Paris, membre de la CGT, sympathisant communiste, volontaire en Espagne. Alors, c'est quoi son identité? Il est juif, polonais, français, ouvrier, révolutionnaire?
Ce sont des fluidités typiques des années 30. Je vous rappelle que le monde dont on parle, c'est un monde très neuf. C'est le monde créé en 1918, pour ce qui est de l'Europe, avec des pays qui n'existaient pas encore 20 ans en arrière. Je prends souvent un exemple que mes étudiants ont du mal à comprendre. C'est le running gag d'un film de Lubitsch, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Les fiancés de Barbe Bleue, je ne sais plus. Le running gag de ce film, qui est sorti en 1938, c'est qu'aucun des deux acteurs, qui sont deux tourtereaux américains en vacances à Cannes, n'arrive à prononcer Tchécoslovaquie. Impossible, impossible. Ils essaient de prononcer Tchécoslovaquie et ils n'y arrivent pas. Alors évidemment, on se bidonne dans la salle parce que qu'est-ce que c'est que ce pays, Tchécoslovaquie? Donc c'est un monde, le monde de l'entre-deux-guerres, un monde fluide, un monde qui a changé. Stefan Zweig l'a bien dit, ce monde qui n'existe plus. Et de ce monde neuf, de ce monde moderne, eh bien, il y a toutes ces fluidités qui n'ont pas encore créé des identités, qui vont en créer en 1945 de manière dramatique, parce que là, les identités sont déterminées par des passeports et par des transferts forcés de population. Mais là, on est encore dans un entre-deux. Et à l'échelle du globe, on retrouve aussi ces fluidités. Donc ça peut en partie répondre à votre question. Si je peux ajouter quelque chose que je trouve très intéressant en étudiant les communistes yiddishophones à Paris et à New York, c'est qu'il y avait les deux des conceptions d'identité yiddish, américain et français. Donc on pourrait être un Français qui parlait le yiddish. Et ils étaient anti-assimilationnistes, on peut dire, anti ce qu'on parle, le laïcité qu'on a aujourd'hui. Et ils avaient aussi une conception, ils ont prétendu que ça, c'est le vrai républicanisme. Donc, ils ont parlé, les deux, ils avaient cet argument que le vrai république, soit France, soit les États-Unis, doit reconnaître tous ces peuples, doit être une république vraiment multiculturelle, multinationale. Donc, pour eux, ils pouvaient être américains, yiddishophones, juifs, polonais, tout en fait. Ils pouvaient avoir plusieurs identités, ce qui est plus difficile aujourd'hui, je pense. Mais oui, c'était comme Edouard a dit, un monde très très fluide. Oui, mais comment, vous dites, ils sont internationalistes et nationalistes. Comment on peut être nationaliste et internationaliste en même temps? C'est une dialectique un peu... C'est internationaliste. C'est une vision d'un monde et je veux dire aussi que les communistes yiddishophones dans l'URSS étaient parmi les partisans les plus fervents de cette indigénisation. Ils étaient vraiment pour ça. Les figures comme Esther Frumkin, par exemple, qui était bundiste à l'époque, est devenue communiste et qui a construit des écoles yiddish. Mais pour eux, c'était une vision d'une communauté des nations, des peuples. Et c'est moi qui utilise le mot nationaliste. Je ne pense pas qu'il aurait dit « je suis nationaliste ». Il n'aurait pas dit ça. Mais je veux dire, en regardant ce qu'ils ont propos en tant qu'historien, je vois cet nationalisme. Et quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est de beaucoup d'entre eux, après la Shoah et aussi après le découvert de l'antisémitisme en URSS, beaucoup d'entre eux sont devenus des sionistes. Et donc on voit cet nationalisme qui continue après la chute de leur première vision d'une communauté des nations égaux prolétariens. Oui, c'est vrai que la présence de la référence permanente à la nation, elle peut étonner, mais il faut se rappeler qu'en 1935, il y a un changement total, copernicien, qui s'opère dans les mondes communistes, où on passe d'un coup du classe contre classe à la défense de la démocratie et à la recherche de l'alliance avec les formations démocratiques, et notamment à reformer le grand parti des travailleurs. Alors, pour nous, ça nous paraît quelque chose d'évident, mais en 1935, c'est extrêmement compliqué pour tous les militants communistes de passer de insoumission au service militaire à « je fais mon service militaire », de passer à drapeau rouge
à retour du drapeau, ou plutôt arrivée du drapeau tricolore dans les manifestations. La Marseillaise, hein, pour rester sur le cas français, mais c'est quelque chose qui touche le monde entier. Hein. Staline exige que le Parti communiste américain change de nom, hein, pour devenir Parti américain, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est l'américanisation du parti. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Mais dans tous les pays du monde, on retrouve, hein, cette détermination autour de la nation pour un calcul géopolitique, mais aussi pour des considérations qui ont été très difficiles à accepter, y compris pour les volontaires. On ne parle, par exemple, pas d'internationalisme prolétarien dans les brigades internationales. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que la mémoire ou les mémorialistes ensuite ne vont pas réévaluer ça à l'aune de l'internationalisme prolétarien. Mais jamais je mets au défi quiconque de trouver une référence à l'internationalisme prolétarien dans les brigades internationales. J'en veux pour preuve que les volontaires italiens, on leur a fait porter le drapeau italien sur leur bannière du bataillon Garibaldi. Ils ont eu du mal à se dire, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que moi qui suis un antifasciste, exilé, qui combat en Espagne, d'autres Italiens qui, eux, exhibent le drapeau italien, eh bien non, il a fallu les persuader qu'il fallait aussi exhiber le drapeau tricolore. Donc on est dans un moment où le monde communiste vit une expérience singulière, la première de son existence, il y en aura une deuxième à partir de 1941, un retour à la nation, à la patrie, au travers de la résistance. Hein. Là, on le voit, en 1944, 1945, on revoit de nouveau la référence à la patrie, avec cet intermède que chacun connaît, hein, du pacte germano-soviétique en 1939, où l'antifascisme change de sens durant 2 ans intermédiaires. Mais il y a bien eu, effectivement, un choc de la nation en 1935. Alors avant de vous donner la parole, moi j'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup étonné dans votre ouvrage, c'est qu'il y avait des sionistes, alors certes pas très nombreux, mais des sionistes engagés auprès des brigadistes internationaux. Alors je me suis étonné parce qu'au même moment, entre 1936 et 1939, il y a des émeutes qui éclatent en Palestine, des émeutes très importantes, où il y a beaucoup de morts du côté des juifs sionistes et du côté des arabes palestiniens. Comment se fait-il que, puisque tout à l'heure vous parliez de nationalistes, alors effectivement, pour le coup, les sionistes étaient, en tout cas les socialistes de gauche, étaient internationalistes et nationalistes. Comment expliquer que les sionistes, au moment même où il y a des explosions de violence en Palestine, vont s'engager en Espagne et pas en Palestine, justement? La première des raisons, c'est qu'en Palestine, il y a quelqu'un d'un peu embêtant, c'est l'armée britannique, hein, les autorités britanniques qui font qu'on ne peut pas se rendre comme on veut en Palestine et on peut pas, et qui sont particulièrement vigilantes d'ailleurs sur la présence du communisme en Palestine. Donc, pour ces sionistes qui sont en Espagne ou les brigades internationales, généralement, c'est des itinéraires par défaut, soit parce qu'ils ont été expulsés de Palestine, ou tout simplement parce qu'ils viennent d'un autre horizon, des États-Unis ou de France, que leur opinion est plutôt marquée par le sionisme et qu'ils l'expriment à ce moment dans les archives des brigades internationales. Alors, il y a effectivement parfois cette référence « il s'est dit sioniste », donc ça, évidemment, c'est un mauvais plan. Là, on se retrouve sur une liste noire très vite si on fait part de ces interrogations, de son soutien aux sionistes. Mais il me semble quand même qu'il s'agit d'un sionisme du retour, c'est-à-dire que c'est plutôt des perspectives d'après-guerre, des volontaires qui se sont redécouverts, ou plutôt qui sont devenus sionistes, et qui ont réinterprété leur parcours espagnol dans ce cadre-là. Dans les années 30, mais tout à l'heure vous en parlerez beaucoup mieux avec Jean-Charles Sourec, il y a des expériences, il y a des moments sionistes dans les biographies des militants. Des interrogations, oui, mais non, on va en Palestine, on est très déçus, alors on repart. Et puis d'un autre côté, il y a sa famille ou des amis ou des camarades en Palestine, il y a quelque chose à y faire, donc on y va. Donc évidemment, je pense que l'étiquette de sioniste, elle est surtout déterminée ensuite à partir de 1948, me semble-t-il, hein, en tout cas pour parler de nos volontaires espagnols. Parce que si on prend par exemple les volontaires qui se sont engagés par centaines, internationaux qui se sont engagés par centaines pour défendre Israël
d'Israël en 1948. Il y a effectivement d'anciens volontaires de la guerre d'Espagne, mais entre-temps, ils ont fait la Seconde Guerre mondiale, ils sont devenus des mercenaires, ou en tout cas ils sont devenus des combattants qui viennent s'engager aux côtés d'Israël dans une continuité à leur sens, mais qu'il faut réinterpréter évidemment au postérieur. Annie Cohen. Oui, moi, quelque chose que j'ai appris pendant mes recherches, c'est que les ruptures, les différences entre les communistes, surtout les communistes yiddishophones et les sionistes, n'étaient pas si forts qu'on pense. Je pense que les communistes étaient obligés d'être anti-sionistes à cause de cette politique de l'URSS, où le sionisme était considéré en forme de fascisme, mais en réalité, les sionistes de gauche, les bundistes, les communistes travaillaient souvent ensemble sur les projets culturels, par exemple. Et on voit, oui, par exemple, Gina Medem, elle était connue vraiment comme anti-sioniste. On a écrit de elle que c'était violent quelque chose, elle était anti-sioniste, anti-bundiste, mais en réalité, elle a visité le Palestine, elle n'était pas vraiment contre ce projet. En fait, la chose qu'elle écrit dans ses mémoires, son premier problème avec le projet national en Palestine était que la langue nationale était l'hébreu et non le yiddish. Elle s'est plaint que personne ne parlait pas le yiddish en Palestine. Et on voit même, j'étais un peu surpris, même un peu choquée de trouver dans les archives de Camp Kinderland, ils ont fait un sorte de monument aussi aux Palestine, mais c'est-à-dire à ce projet colonial en Palestine. Et donc, comme j'ai dit, les ruptures n'étaient pas si fortes qu'on pense. Et après la guerre, beaucoup de ces communistes yiddishophones étaient, comme j'ai dit, devenus sionistes, ainsi qu'en incluant aussi Gina Medem, qui était porte-parole pour le projet national en Birodbijan. Et parce que, bien sûr, l'URSS a soutenu la création de l'État d'Israël. Il y avait aussi un renversement de politique là-bas qui était vraiment le bienvenu parmi les communistes yiddish. Et beaucoup d'entre eux sont très rapidement devenus des porte-parole pour Israël, pour Gina Medem. Elle est devenue porte-parole pour les deux projets, pour Birodbijan, qui était maintenant mort, mais elle a continué de le promouvoir, et pour Israël aussi. Alors, juste une petite chose, je rappelle, parmi les premiers morts de la compagnie Botwin, il y a un volontaire arabe-palestinien, Ali Abdelkalek, qui, en l'occurrence, était arabe et non juif. Mais comme son parcours était aussi de venir de Palestine vers Espagne parce qu'expulsé, il s'est retrouvé dans la compagnie Botwin. La question de la judéité n'était pas primordiale. Il était avec ses camarades, venaient de Palestine, et basta. C'est aujourd'hui, avec la mémoire, qu'on revoit les itinéraires différemment. Alors tous les deux, vous dites que le volontaire, finalement, brigadiste, juif ou pas, c'est le produit d'un milieu social. Pendant longtemps, les historiens ont étudié les brigades comme une organisation. Vous dites, Annie Cohen, que c'est une culture, c'est un langage commun, l'Espagne. Tout le monde chante la même chose, tout le monde parle la même langue, tout le monde raconte la même chose. Oui. En fait, j'ai parlé avec une amie en arrivant ici. Une histoire qu'on entend ou qu'on lit souvent, c'est tous les volontaires qui chantaient l'international en même temps, mais dans toutes les langues différentes. Mais cet incroyable son pour eux de cette chanson qui était aussi l'anthem de l'Union soviétique. Mais de l'entendre dans toutes les langues en même temps, et ça, c'était vraiment devenu le symbole des brigades internationales, mais c'était aussi le symbole des organisations telles que la MOI, par exemple, ou le IWO aussi, cette multinational, multiracial mouvement. Oui, on pourrait rajouter aux volontaires de la guerre d'Espagne des centaines de milliers d'autres, peut-être même des millions, toutes celles et ceux qui ont voulu y aller, qui ont essayé d'y aller, qui n'ont pas réussi à y aller,
parle même pas de celles et ceux qui sont morts sur la route, hein, que ce soit sur des cols du Tyrol ou bien à la frontière française ou en pleine mer parce que torpillés par des sous-marins italiens. Quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'il est quand même très difficile aujourd'hui d'ouvrir les mémoires d'un témoin du siècle, quel qu'il soit, sans avoir à un moment une référence à la guerre d'Espagne et la question de « je voulais y aller ». J'ai pas osé, alors j'ai fait autre chose. J'ai milité dans ma fac où je suis allé quêter de l'argent pour les Espagnols. Mais il y a un moment espagnol du monde qui fait que on me renvoie souvent à mes collègues qui travaillent sur la guerre d'Espagne, de la guerre civile espagnole, pardon. Moi, j'ai pas du tout le sentiment de travailler sur la guerre civile espagnole, mais par contre, j'ai bien le sentiment de travailler sur la guerre d'Espagne. Et c'est pas la même chose. C'est un épisode mondial, un moment de conjonction qui s'opère dans les consciences, dans les idées, dans les individus aussi par les parcours. Et ce moment Espagne, encore 90 ans après, il continue à perdurer, pas seulement par la mémoire des volontaires, des vétérans, mais aussi parce que dans notre inconscient, ça participe d'une étape de l'histoire du monde. Il me reste à vous remercier, Édouard Sill, pour votre contribution et votre ouvrage. Merci aussi à Annie Cohen pour cet article publié dans cet ouvrage collectif du Front populaire à la guerre froide. Donc je vous montre les ouvrages. Si vous allez à la bibliothèque du Mémorial de la Shoah, vous pourrez trouver cet ouvrage. Encore, voilà. Voilà, celui-ci, donc d'Édouard Sill, qui s'intitule L'illusion lyrique. Voilà. Et alors cet ouvrage qui est hélas que en anglais pour l'instant, et on espère avoir une traduction en français bientôt, donc du Front populaire à la guerre froide, dans lequel Annie Cohen donc, nous livre son article fort intéressant. Merci infiniment à tous les deux, et merci à Enzo, à la technique, puisque le son est formidablement bien aujourd'hui. Donc voilà.